Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui encore sur le plateau de C'est le Sud. Alors on va revenir dans cette émission sur un pan assez funeste de l'histoire de la cité phocéenne et même de la Provence, puisqu'il y a 300 ans de cela, une terrible épidémie de peste frappait la ville et une BD revient justement sur cet épisode. Elle est là, elle est magnifique. Marseille et la peste débarqua. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Frédéric Chabot. Bienvenue. Merci, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Vous êtes le scénariste de cette BD qui nous donnera l'occasion justement de revenir sur ce pan qui est peut-être méconnu pour vous de l'histoire de la ville de Marseille. Marianne, tout va bien? Oui, très bien. Ouais. Malheureusement, je ne vais pas vous amener sur le chemin de la peste ou le mur de la peste, mais non. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais là, comme le week-end approche, vous allez nous proposer des petites idées originales de balades dans le département. Exactement, Marseille, Marignane, Istres, Miramas, voilà, on va aller un petit peu aux quatre coins de notre département pour faire un petit peu des visites originales qui sortent des grands classiques. Très bien, puis il y a plein de choses à faire toujours par chez nous. Et Catherine, à distance, mais elle est bien là. Bonjour Catherine. Bonjour. Ça va? Vous allez bien tous? Oui, je suis loin de vous quand même. Hein. Mais ça va toujours quand on vous voit, d'autant que vous allez vous occuper aujourd'hui d'une partie qu'on voit pas trop dans notre corps en hiver, ce sont nos pieds. Mais là, comme il commence à faire beau, que le printemps approche, on va peut-être un petit peu les découvrir. Et aïe aïe aïe, après un hiver passé au chaud et planqué dans des chaussures, c'est pas forcément terrible. Donc vous allez nous expliquer comment remédier à tout ça. D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on les brime beaucoup nos pieds quand même. Oui, on s'en occupe jamais, on les oublie. On s'en occupe pas. Pas assez. On va s'en occuper. On va s'en occuper, c'est promis. Allez, c'est un de nos objectifs là, pour le printemps. Mais avant cela, nous allons revenir donc, sur cette tragédie qui toucha Marseille, mais pas seulement, la Provence également. Donc en 1720, la propagation de la peste par le navire le Grand Saint-Antoine. Alors Frédéric Chabot, c'est un épisode qui trouve finalement un écho particulier par les temps qui courent, on peut dire ça? Oui, tout à fait. Bon, quand même, je tiens à dire que le scénario, je l'avais écrit avant la crise sanitaire. C'était, on avait les éditions Petit à Petit m'avaient proposé de faire l'histoire de Marseille. Donc je voulais faire sur un épisode en particulier, c'était la peste, parce que je trouve ça permettait de développer et de faire apparaître un peu une dramatique humaine, et en effet, c'est quelque chose qui est énorme. La moitié de la population marseillaise qui disparaît. Et puis, il y a une date anniversaire, là, surtout. Hein. C'est le tricentenaire. Voilà. C'est le tricentenaire. 300 ans de l'arrivée de la peste à Marseille. Alors, vous venez de le souligner, la moitié de la population de Marseille a été décimée entre 1720 et 1722. Ça a duré 2 ans, oui, c'est allé ça jusqu'en 1729, parce qu'il y a eu des rechutes, on va dire. Oui. Oui, c'est un événement qui a vraiment marqué l'histoire de la Provence. Les cadavres, ils étaient dans la rue. Ils étaient dans la rue. C'était quand on voit des tableaux, quand on fait des recherches et qu'on voit ce qui s'est passé, c'est totalement dramatique. Alors on va revenir peut-être sur, pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler du Grand Saint-Antoine. Donc c'est un bateau qui est arrivé à Marseille avec à son bord cette peste qui sévissait sur plusieurs continents à l'époque. Il revenait d'où ce bateau? Quelle était sa mission? Alors c'était un bateau de commerce, c'est une flûte hollandaise qui avait été l'armateur, c'était le premier échevin de la ville, ouais. Estelle, qui était donc l'équivalent du maire, on va dire ça. Et il revenait des échelles du Levant. C'est les ports du Moyen-Orient. Il avait une cargaison essentiellement de soieries, d'étoffes, très précieuses, qui valait à peu près 100 000 écus. C'est une somme énorme pour l'époque. Et ces soieries, elles devaient être vendues, c'est ça, une foire importante à l'époque? La foire de Beaucaire. Qui était la grosse foire provençale. Donc il y avait beaucoup d'argent en jeu. Il y avait énormément d'argent en jeu, et c'est ça qui rend la chose intéressante, c'est que si la moitié des Marseillais sont morts, c'est en grande partie pour une histoire de gros sous. Alors ce qu'on apprend dans cette BD, c'est qu'il y a quelques arrangements qui ont été passés à l'époque entre les autorités, finalement, pour justement taire cette épidémie de peste et faire entrer ce bateau dans le port de Marseille. Ça, c'est quelque chose qui a été vérifié. Il y a quelque chose qui a été vérifié. Pour entrer, on devait, chaque bateau
bateau devait apporter une patente, qui est nette ou brute. Et la patente, Michel Goury, qui est l'historien avec qui j'ai travaillé sur ce livre, a pu consulter cette patente qui est restée dans les archives. Et en fait, il y a des éléments qui ont été raturés. Voilà, on fait les morts. Il y a eu beaucoup de morts sur le bateau. Oui, déjà lors de la traversée qui ramenait le bateau dans le chirurgien, dans le médecin, le chirurgien. Dans le médecin qui était à bord du bateau. Et tout ça, ça a été tué. Finalement, pour que le bateau puisse bien apporter sa cargaison. Sa cargaison. Et il y a toujours eu une quarantaine, mais c'était une petite quarantaine. Hein, donc on n'a pas eu le temps trop de se rendre compte en fait de l'ampleur des dégâts avant que les marins débarquent. Ils se sont voilés la face. Hein, ils pensaient que ça pourrait passer. Ce qui est quand même étonnant, c'est que quand je fais mes recherches, je me rends compte que Marseille, c'était là une ville qui était à la pointe. Au niveau sanitaire, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions d'entrée qui étaient les plus rigoureuses sur le pourtour méditerranéen, et c'est elle qui a... Et c'est passé quand même, quoi. Et c'est passé quand même. Alors, comment vous avez travaillé justement, vous, sur cette BD, au niveau des recherches? Où est-ce que vous êtes documenté? Très sincèrement, la première chose que j'ai faite, c'est je suis allé sur Wikipédia. D'accord. Très simple, mais bon, pour avoir une connaissance un peu plus générale. Et ensuite, j'ai lu des livres sur la peste, sur le Grand Saint-Antoine, voilà, j'ai peaufiné, j'ai contacté le conservateur du musée d'histoire de Marseille, qui m'a donné justement des liens avec Michel Goury, qui m'a permis d'aller sur le musée, de poser des questions. Voilà, c'est passé comme ça. Alors sur les modes de transmission de la peste, on parle souvent des rats, mais en fait, avant les rats, il y a un autre petit insecte malin qui contamine. Hein. Alors comment ça se passe, dites-nous? La puce, au départ? Oui. Donc la puce qui se nourrit des rats. C'est elle le facteur qui transmet du rat à l'homme. La puce qui transmet, donc c'est quoi qu'elle transmet finalement? Le sang, par le virus, le bacille, par le biais du sang qu'elle a aspiré sur un rat contaminé. Et elle le contamine d'autres rats, etc. D'accord. Et les humains après derrière. Alors à l'époque, il n'y avait aucun moyen justement de se soigner, puisqu'on l'a dit, donc la moitié de la population qui est morte de cette peste. Catherine, vous qui avez toujours des petites astuces de grand-mère qui traînent, est-ce que vous avez eu vent d'un certain remède à l'époque contre la peste, ou du moins quelque chose qui permettait de s'en prémunir? Et bien sûr, c'est le fameux vinaigre des 4 voleurs. Et ce vinaigre, la légende rapporte qu'il y avait dans Marseille 4 voleurs qui dépouillaient les morts et leurs maisons, sauf qu'eux, ils chopaient jamais la peste. Et ils s'enduisaient d'un produit qu'on a appelé le vinaigre des 4 voleurs, qui était un produit qui était bien plus ancien, qu'on a retrouvé dans les archives de la fac de médecine de Montpellier, qui était constitué bien sûr de vinaigre et de plantes, dont romarin, absinthe. Il y a à peu près une quarantaine de plantes. Et ceux-là ne mouraient pas. Ils pouvaient dépouiller. Et grâce, entre guillemets, au fameux vinaigre des 4 voleurs. Bon, après, il y a des études qui ont été faites. Et ce produit est effectivement antiseptique. Et bien sûr, on ne sait pas si c'est vraiment le vinaigre des 4 voleurs qui leur a évité la mort fatale. Bon, en tout cas, ils étaient malins, ces quatre voleurs. Ils étaient très malins. Vraiment. Alors ça a été un désastre sanitaire, on l'a dit, Frédéric Chabot, mais également économique à l'époque, puisque du coup, plus aucun bateau n'entrait dans le port de Marseille, plus aucun échange de marchandises ne s'effectuait. Donc ça a été une catastrophe, économiquement parlant. Une catastrophe économique, bon, humaine d'abord, hein, mais après économique. Économique également, c'était le port, Marseille était le port qui était le plus important de la Méditerranée à l'époque, voire presque de la France. Bon. À ce niveau-là, donc un port marchand important, et ça a mis un coup à l'économie, oui, tout à fait. Alors on le voit là justement dans cette BD, ce qui est assez intéressant, c'est que mis à part les planches que vous avez écrites, il y a également, juste avant chaque chapitre, des informations qui nous éclairent sur justement comment ça se passait à l'époque, au niveau des patentes de santé auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure pour entrer dans un port, mais aussi des données chiffrées, sur la peste, le mode de contamination. Alors ça, du coup, c'est l'archéologue avec qui vous avez travaillé sur cette BD ?
C'est la personne qui a découvert l'épave du Grand Saint-Antoine à l'île de Jard et qui a remonté l'ancre du Grand Saint-Antoine, qui donc m'a permis à réaliser les documents, les documents intermédiaires. C'est le principe des éditions petit à petit de faire des docu-BD, donc avec une BD qui est chaque chapitre est coupé d'un éclairage. On voit voilà, des ustensiles de l'époque. Alors ça, c'était quoi? C'était le masque justement qu'utilisaient les personnes qui soignaient les malades? Oui, ça pouvait, ouais. Alors, une efficacité toute relative. Toute relative. Alors justement, pour parler des personnes qui se sont illustrées aussi pendant cette peste, vous y faites allusion dans ce livre. Il y a le Chevalier Rose ou encore Monseigneur de Belzins, bien connu à Marseille, qui ont laissé leur nom à des places, des rues et voire même des statues devant la cathédrale de la Major notamment. Pour Monseigneur de Belzins, eux, ils ont vraiment joué un rôle déterminant. Ils ont joué un rôle déterminant et un rôle... je dirais actif et courageux. Le Chevalier Rose, il y a quand même, c'est pas une anecdote, c'est quelque chose qui est intéressant, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que quand on contractait la peste à l'époque, on avait 1 pour 1000. Ouais. 1 pour 1000 qui réussissait à vivre. C'est peu. Qui survivait. Le Chevalier Rose l'a contracté et a survécu. Il a survécu, d'accord. Il avait de bons anticorps. Voilà, on va dire. Juste pour définir leur rôle, le Chevalier Rose, quel a été son rôle justement dans cette épidémie? Il s'est occupé de ramasser les cadavres, de faire ramasser les cadavres. Et Monseigneur de Belzins, lui, il allait à leur rencontre. Il allait à leur rencontre. Pour leur donner l'extrême-onction, par exemple. C'est ça? Tout à fait. Donc il était vraiment au contact. Il pouvait en mourir, mais il était à sa place. Et tous les deux ont survécu et ont aidé les malades dans cet épisode incroyable, en fait. Après, Estelle, qui était le premier échevin, le premier échevin de la ville et donc un des armateurs, lui, il a été récompensé pour ses faits, alors qu'il a tout fait pour faire entrer le bateau. Oui, après, il a fait son rôle de premier échevin, mais au départ, il a pensé à ses intérêts. Ah oui. Bon, lisez ce livre, voilà, pour en savoir plus. Marseille et la peste débarqua aux éditions Petit à Petit. Merci beaucoup, Frédéric Chabot. Magnifiquement dessiné par Fred Lévy et mis en couleur par Didier Rey. Je tenais à le dire parce que c'est un super travail. Mais vous faites bien de le souligner, bien sûr. C'est un travail d'équipe aussi que cette BD. Vous restez avec nous, puisque vous savez, le printemps commence à pointer le bout de son nez. Avec lui, le retour des chaussures, comme on dit, découpées, qui laissent entrevoir nos pieds, parfois un petit peu fatigués après plusieurs mois enfermés, loin du soleil. Catherine, les pauvres petits pieds. Et les pauvres, alors en plus maintenant, de toute façon, on ne voit plus que des baskets dans la rue. Les chaussures en cuir, ça n'existe plus, alors que ça permettait de respirer. Quand même pas. Il y en a encore. Nos pieds, on les brime et c'est pas bien. Ouais. Alors il y a de toute façon 2 choses à faire, c'est pas compliqué. C'est les hydrater et les masser et leur faire plein de bains de pieds qui font rien que du bon bien. Alors déjà, le bain de pied base, c'est gros sel et bicarbonate de soude. Vous avez vu, j'ai continué à vous écrire les recettes. Écoutez, je suis épatée, c'est magnifique. Bon, je trouve ça vous pouvez. Incroyable. Voilà, parce que je botte. Ouais, donc ce bain de pied-là, il va délasser, régénérer. Il va être formidable. Il y en a un dont on ne parle plus du tout parce qu'on l'a complètement oublié. On disait que ce sont les bains de pied faits à base de moutarde et de cendre de bois. Ouais, ceux-là, ça, la cendre de bois. Ceux-là, c'est ceux qui avaient la meilleure réputation. Mais à la limite, j'ai envie de dire que le plus important, c'est pas tant le bain de pied que ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'après, il faut les sécher, mais vraiment le mieux possible, parce que sinon, après, on va avoir des peaux mortes, on va saigner, etc. J'espère que ce n'est pas vos pieds, Catherine, qu'on voit à l'image. Non, ce sont des pieds de l'époque romaine. D'accord. Si on l'air un peu fatigué, c'est pour ça. Donc, j'en suis pas très loin, mais bon. Oh, quand même. Donc, on les sèche super bien, d'accord ? Ouais. Et après, on s'allonge, pas longtemps. 5 minutes avec les jambes en l'air pour faire circuler le sang. D'accord. Donc, on se met contre un mur si on est un peu flemmard. Si on a un petit peu de courage, on laisse les jambes en l'air, ce qui en plus va nous muscler le ventre.
Donc ça, c'est si on a les jambes lourdes ou c'est pour... c'est pour les pieds, les jambes, etc. Les deux, d'accord. Et surtout, chaque jour après la douche, on va se masser 3 minutes. 3 minutes, c'est rien dans une journée. Soit avec de l'huile d'olive, tout simplement, ou de l'aloe vera, ou de l'huile d'amande douce. Et ça, c'est un vrai gage de confort qui en plus va contribuer à améliorer la circulation. Et j'en profite pour faire un petit rappel des anciens, c'est qu'on commence toujours un massage par le pied gauche du bas vers le haut, c'est-à-dire du bout des pieds jusque vers le genou. C'est pas mon pied non plus. Non, celui-là il était un peu rigide, je vous l'accorde. Celui-là non. Alors, si on a les pieds enflés parce qu'il a fait chaud ou il a fait froid, enfin bon, bref, là, on va faire tout simplement des bains de gros sel et on va surtout penser à dormir les pieds élevés. Donc, on va mettre un coussin sous le matelas ou au bout des pieds. Ensuite, on peut s'offrir une super bonne tisane qui va, pareil, éviter à nos pieds de gonfler et éviter d'avoir les jambes lourdes. Et là, c'est simplement l'olivier qui était totalement plébiscité. On le boit en infusion, en cure d'1 semaine par mois. Mais pareil, on n'oublie pas que lorsqu'on fait une cure, on ne fait pas une cure d'1 mois. C'est pas bon du tout. Chaque fois qu'on fait une cure, elle ne doit pas durer plus de 7 jours. D'accord, 1 semaine. Après, on change de plante, c'est pas grave. Et ce n'est pas la vigne rouge, Absolument, tout à fait. De la vedette, mais si vous essayez la feuille d'olivier, vous serez quand même très étonné. Ensuite, on peut s'offrir une huile de massage magique si on a les pieds dans nos fameuses baskets qui nous serrent et qui nous comprennent. Une huile de massage anti-transpiration qui va nous coûter rien et qui sera largement aussi efficace que toutes les huiles de massage hyper marketées dans lesquelles il y a 0,05% des ingrédients. Alors là, on a la recette aussi. Et cette huile de massage, on la conserve à l'ombre, bien sûr, une fois qu'on l'a fabriquée. Et là, on va se masser régulièrement, chaque fois que nécessaire. Et on ne transpirera pas. Et en plus, ça hydratera nos pieds. Donc, comme tous les produits anciens, multifonction, notre huile de massage. Et si j'ai le temps encore, une petite recette qu'on appelait remède empirique, parce que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Si on a les pieds engourdis, donc on est fatigué, vous savez, quand ils sont compressés dans les chaussures. Oui, on a beaucoup marché, qu'on a fait du shopping, qu'on a fait les soldes, par exemple. Par exemple. Alors là, on suggérait de faire immédiatement une croix sur sa chaussure du côté du mal. Bon. Et là, je le mets entre guillemets aussi, l'engourdissement passe à l'instant. C'est joli ça quand même. Oui, mais à vérifier quand même. Hein. Mais oui, mais à vérifier, c'est comme si vous voulez plein d'autres remèdes empiriques, on ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne. Donc moi, je trouve que ça vaut le coup d'essayer, parce que comme disait ma grand-mère, si ça ne fait pas de bien, on est sûr que ça ne fait pas de mal. C'est sûr. Bon, merci Catherine pour tous ces conseils qu'on retrouve en partie dans vos livres qui s'affichent et que voilà, vos 2 livres qui se trouvent bien sûr dans toutes les bonnes librairies. On va appliquer tout ça et puis on vous dira ce que ça a donné, tiens, la semaine prochaine. Et puis comme on approche du week-end, peut-être que vous cherchez une idée de balade originale, voilà, sans partir trop loin dans le département. Marianne est là pour nous proposer 4 idées, donc une trentaine de kilomètres de chez nous finalement, non, on n'est pas très loin, 30-50 kilomètres max. Oui, dans notre département, on va pas plus loin. Ouais, à vol d'oiseau. Et puis on va commencer par Marseille, forcément. Alors, est-ce que vous connaissez l'autre petit nom de Marseille? L'autre petit nom de Marseille? Oui, moi je l'ai appris en faisant quelques recherches. La cité phocéenne. Autour des villages. Autour des villages. Frédéric, aidez-moi. Non. Alors, en tout cas, d'après le fil de tourisme, donc c'est la ville aux 111 villages. Ah oui, pardon, oui, le nombre de villages, oui, je savais qu'il y avait 111 villages à Marseille. Oui, voilà, alors je ne sais pas là aussi si c'est juste la légende ou s'ils ont vraiment été répertoriés. Oui, il y en a vraiment 111, ouais. Au cadastre, on demandera au cadastre de la ville.
Donc là, bon, on ne va pas aller dans les classiques, Vauban, Le Courjus, Notre-Dame. Je vais plutôt vous proposer en tout cas cette balade qui est faite par l'Office de tourisme, par les guides de l'Office de tourisme, du côté du Mucem, mais plutôt, on va dire, côté Joliette. Parce que c'est un secteur qu'on connaît moins, qui est plutôt un lieu de bureau, mais qui a été quand même en plein essor. Plein de choses se sont passées. Et donc, c'est intéressant d'y aller, ne serait-ce que pour le côté architectural aussi. Surtout que ça a beaucoup évolué ces dernières années avec la création des voûtes. Tout à fait. Oui, il y a eu plein de choses nouvelles. Et puis tout le côté. Les hangars. Il y a le cinéma, exactement. Il y a un théâtre, il y a plein de choses. Le silo réhabilité. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, en fait, c'est vraiment l'idée d'une balade architecturale et aussi bien pour se plonger dans l'histoire et notamment aussi bien découvrir sous un autre œil la Villa Méditerranée, le Mucem, donc les œuvres aussi de Rudy Ricciotti. En fait, apprendre aussi plein de choses parce que c'est vrai qu'on connaît dans les grandes lignes, mais souvent on n'a pas la petite info sur l'architecture. Ouais. Et puis c'est aussi une balade photographique puisque c'est aussi très photogénique, tous ces bâtiments dont là on voit le FRAC. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de s'y pencher et d'être accompagné avec un professionnel. Donc c'est une visite d'1h30 qui va avoir lieu les lundis au mois d'avril à 14h. Et en fait, je vous en parle aussi parce que ça a des prix tout à fait intéressants. Donc je vais vous proposer soit des visites gratuites, soit à petit prix. Là, c'est 10 € par adulte et 5 € pour enfants et c'est 1h30. Voilà. Ouais, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas, vous réservez votre visite sur le site de l'Office de tourisme. Voilà, donc là, c'est pour le côté marseillais. Là, maintenant, je vous amène un petit peu plus loin, côté Marignane, pour découvrir la ville autrement. Alors, est-ce que vous connaissez le géocaching? Pas du tout. C'est quoi, Frédéric, ça vous parle? Pas du tout. Alors là, on va partir sur une chasse au trésor. Mais une chasse au trésor, on va dire, un petit peu connectée, moderne, où là, en fait, il faut avoir un GPS, essentiellement, et il faut être inscrit sur le site géocaching. Et en fait, l'idée, alors, il n'y a pas vraiment de trésor à proprement parler. Dommage. Oui, c'est un petit peu le piment quand même, mais c'est l'idée de trouver des boîtes dans lesquelles il y a souvent un petit carnet et là vous laissez en fait juste la trace de votre passage. Voilà la donc date. on trouve des indices au fur et à mesure pour arriver à cette boîte ou non on trouve en fait, vous avez souvent des coordonnées GPS qui vont vous permettre d'aller d'un point à l'autre et du coup en même temps c'est un prétexte de balade. Voilà, donc pour les fans de chasse au trésor. Ça va faire avec des enfants, peut-être des jeunes ados, ça doit leur plaire. Ouais. Voilà, effectivement, avec tout le monde en famille, on n'hésite pas. Et en plus, c'est gratuit. Ah oui. Donc, il faut en profiter. C'est proposé par l'Office de tourisme également. Alors voilà, donc c'est l'Office de tourisme de Marignane qui fait cette proposition. Mais voilà, sur geocaching.com, après, vous allez sur toute la France entière. Ah, on trouve si ça vous aimez ce concept-là, c'est décliné dans plein d'endroits sans problème. Ça peut être sympa en donc famille. Voilà, si un jour vous tombez sur une boîte secrète, peut-être que ça sera... On laissera notre trace au passage. Voilà. C'est le but. Ils devraient mettre ma BD, hein, ce serait bien. Ah ben oui, on va leur suggérer, tiens. Carrément. Donc là, on continue sur le côté historique. On parle de la peste. Et bien là, on va parler de la poudrerie de Saint-Chamas à Miramas. Donc là, en fait, ce sont les sentiers de ce lieu historique qui ont été revus. Donc c'était des bâtiments historiques du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'on y fabriquait dans la poudrerie? C'est quoi? Oui, la fabrication de la poudre et puis ensuite d'explosifs. La poudre à canon, donc. Oui, d'accord. Voilà. Et puis pendant les différentes guerres, ça a été utilisé aussi de différentes manières. Ce sont des galeries, il y avait des galeries aussi souterraines. Donc on peut imaginer que ça a été utilisé en tant qu'hôpital de fortune. Enfin, il y a quand même toute une histoire autour de la poudrerie. Donc en fait, le lieu est fermé en 1974 et puis a été racheté ensuite par le Conservatoire du Littoral, donc en 2001. Et donc là, il y a eu vraiment une transformation. Et là, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur aussi le patrimoine naturel. Donc en fait, vous êtes sur des sentiers d'interprétation et là vous allez avoir et des données historiques et aussi profiter de la nature de ce lieu qui est quand même bien préservé. Très beau. Donc voilà, l'idée c'est simplement de se balader en toute liberté et là encore c'est gratuit, c'est pour les familles donc n'hésitez pas à y aller.
Et dernière idée du côté d'Istres. Oui, et là, on va repartir dans l'aventure avec, et encore l'histoire, et là, on va se consacrer à une autre figure du coin. Je pense que vous allez la deviner si on parle d'une figure de salon de Provence, de prophétie. Nostradamus. Ah oui, Nostradamus, oui. Voilà. Oui. Donc Nostradamus, donc, et en fait, l'Office de tourisme là aussi propose une enquête, une chasse au trésor autour de la légende de Grégoire. Donc en fait, c'est un peu un escape game, mais version extérieure. Donc Nostradamus, avant de décéder, aurait confié une prophétie à Grégoire, mais Grégoire a mystérieusement disparu. Et donc, pourquoi, par qui? Voilà, tel va être votre objectif. Donc en fait, vous êtes muni d'un kit, donc d'une roue de prédiction, un stylo magique, le journal de Grégoire. Et avec tout ça, vous allez partir sur ses traces pour démêler toutes les énigmes. Ouais, pour les petits. J'imagine que même un adulte peut y trouver même son compte. Oui, même un adulte peut s'amuser. Mais avec les enfants, ça peut être super. Hein. Absolument. Voilà, pour toute la famille, donc ça va durer 2 heures, c'est de 2 à 6 joueurs. On va dire que c'est à partir de 8 ans pour un niveau de difficulté intermédiaire. Et c'est un kit qui est vendu à l'Office de tourisme donc d'Istres. C'est 15 €, donc là encore très accessible. Oui, pour toute la famille, oui, bien sûr. Écoutez, merci pour toutes ces idées, ces bonnes idées, Marianne, pour notre week-end. Je salue Catherine, à bientôt la semaine prochaine, on vous embrasse. Ah oui, à très vite. Et merci pour tous ces conseils. Et puis Frédéric, je rappelle que cette belle BD donc, est sortie, vous la trouverez en librairie bien sûr, Marseille et la peste débarqua. Voilà, hop, pour vous informer sur l'histoire de la ville aux 111 villages. Allez, demain on se retrouve avec les Fabricoleuses. C'est un collectif d'artisanes installé à Marseille. Ça a été lancé le 8 mars dernier pour la Journée internationale des droits des femmes. La recette de Carole, comme chaque vendredi, et la sophrologue Maude Bourdin viendra nous aider à endormir vos enfants. On verra ça demain. Ça intéresse grand challenge. Allez, passez une excellente journée. On vous embrasse et à demain dans C'est le Sud. Ciao, ciao.